Bienvenue à tous. C'est le premier meet-up qu'on organise sur Châteaudun, donc on a un peu l'impression. Mais en tout cas, déjà, la première réussite, c'est qu'il y a déjà suffisamment de monde, donc ça, c'est super. Maintenant, à nous déjà de bien marcher ce soir et puis de trouver des sujets intéressants pour la suite. Donc juste pour la ligne de conduite de nos meet-up qu'on a décidé d'organiser sur Châteaudun avec le nom Tech Time, c'est autour de la technologie, le numérique au sens large, des choses concrètes, donc n'importe qui en rentrant chez lui peut continuer, faire tourner, essayer, et des choses gratuites, c'est-à-dire pas de logiciel payant, on ne vous proposera pas des formations sur Photoshop, des choses comme ça, où il faut derrière acheter des logiciels. D'accord ? Donc c'est un peu notre ligne de conduite, puis là-dedans on va essayer de trouver des thèmes tous les mois qui intéressent un public. Et ah oui, et la dernière on va dire, contrainte qu'on s'est posée, c'est zéro prérequis. Ça veut dire que la personne qui n'y connaît rien peut venir et normalement, j'espère, passera un bon moment et apprendra des choses. OK ? Alors ce soir, donc, on va essayer de développer une appli mobile ensemble pendant le temps imparti, c'est-à-dire 1h30. Alors, le meet-up, le but, ça ne va pas être un cours de développement. Je ne suis pas qualifié pour donner des cours de développement. Il y a des développeurs dans la salle qui sont certainement plus calés que moi. Donc, ça ne va pas être un cours de développement. Le but, ce n'est pas de prendre forcément des notes, etc., de dire « Ah ben non, là, vous avez dit ça, mais on pourrait optimiser, etc. » Ce n'est pas du tout l'objectif. Ce n'est pas non plus la présentation d'un outil en particulier. Oui, on va utiliser un outil, parce qu'il faut bien utiliser un outil pour développer, mais le but, ce n'est pas de pousser cet outil-là plus qu'un autre. Il y a plein d'outils disponibles. C'est plus de voir ce qui se cache derrière l'appli, donc les concepts de la programmation. Et enfin, moi, j'ai rien à vendre. Ici, on n'a rien à vendre, donc il n'y a pas on ne va pas essayer de vous faire acheter quoi que ce soit. Tout est gratuit. Et à côté de ça, ce qu'on voudrait que ça soit, c'est que un maximum de monde comprenne ce que c'est que la programmation, le codage informatique, qu'on mette des images dans la tête derrière ces mots-là. Vous en avez déjà, je pense. Je vois tout à fait les images que vous pouvez avoir, un écran blanc, un écran noir, des lettres en blanc, des mots en anglais, des codes, des choses comme ça, où on se trompe d'une virgule ou d'un petit caractère, syntaxe erreur, des choses comme ça. Donc on va essayer de voir un autre aspect, un aspect un petit peu plus visuel, plus convivial. C'est l'outil justement qui le permet. Et puis justement aller derrière l'appli que vous utilisez tous les jours ou les applis que vous utilisez tous les jours, voir un petit peu ce qu'il y a derrière, ouvrir le capot, regarder un petit peu comment fonctionne le moteur. On n'ira pas très très en détail. Et puis pourquoi pas déclencher des passions, un souhait d'en savoir plus. On se disait, ah ouais, en fait, c'est pas si compliqué que ça, puis ça m'a toujours intéressé, je m'y mets. Voilà. Alors, bien sûr, on va travailler sur un smartphone. Le smartphone, c'est un ordinateur qui est de plus en plus puissant. Il y a des processeurs à l'intérieur, ça va permettre de faire des calculs. On peut stocker plein d'informations, donc ça, c'est génial. Et aussi, ce qui nous intéresse, c'est qu'il communique. Il communique avec l'extérieur. Avec l'extérieur, c'est-à-dire avec Internet. Vous verrez que ce soir, on fera communiquer notre smartphone avec des bases de données, des informations qui sont sur Internet, et on lui fera communiquer aussi avec des fournisseurs de services Internet. D'accord ? On peut partager, on peut utiliser le réseau, et bien sûr, il y a plein de capteurs. Alors ce soir, on va utiliser l'appareil photo. J'aurais bien aimé utiliser le GPS, mais dans un bâtiment, ce n'est pas terrible, mais on aurait pu. Si on a le temps, on le fera. Et enfin, l'intérêt du smartphone, c'est qu'on l'embarque partout. Et donc, tout ça, c'est condensé dans la poche. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer. L'appli que j'ai décidé de construire, elle est un petit peu là pour utiliser les particularités, les singularités d'un smartphone par rapport à un logiciel qu'on pourrait développer pour un ordinateur de bureau. Alors, ce qu'on va faire ce soir, ce que je vous propose, c'est une appli pour les couvreurs, pour qu'ils puissent faire des devis. Ça vient d'une expérience, c'est-à-dire que nous, on avait appelé un couvreur, parce qu'on avait une toiture à refaire. Il n'est pas venu, on l'a rappelé 3-4 fois, il est venu, il a pris des mesures, 3 mois après on n'avait toujours pas le devis, il les avait perdus, on l'a rappelé, il est revenu, etc. C'était compliqué.
Pourquoi? Parce que il doit venir faire des mesures, ensuite il note tout ça sur un calepin, il y a des calculs derrière, il y a des prix qui peuvent changer. Généralement, lui il fait une première partie, puis il y a une personne administrative qui fait la deuxième partie. Donc tout ça, ça prouve qu'il y avait un problème du côté des couvreurs. Alors je ne parle pas des couvreurs en général, mais en tout cas, mon expérience, moi, m'a dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Le couvreur, pour faire un devis, il va bien sur le terrain, d'où l'utilité d'un portable. Il a besoin de faire des calculs, on est d'accord? Éventuellement de prendre une photo et puis de partager ça avec son client. Hein, parce que le but d'un devis, c'est que le client il le reçoive. Okay, donc, je pensais que c'était un bon sujet d'étude pour notre application mobile. Donc, l'idée, c'est une application dans laquelle on va prendre une photo. On va prendre une photo. On va saisir 2-3 dimensions, ça va nous calculer des surfaces. On va choisir un matériau de manière simple, tuile, ardoise, bac acier, etc. Ça va nous calculer le coût. On appuiera sur un bouton, ça nous générera un devis qu'on enverra en PDF au client. C'est bon? Donc on a la photo, on a l'envoi par mail du devis, on a la fabrication d'un PDF, on a 2-3 calculs pour les surfaces, etc. Au niveau des écrans, alors là, j'ai fait bien sûr le travail en amont, hein, dans un projet informatique, il y a un travail de maquettage, il y a notre ergonome favori qui est spécialiste de l'expérience utilisateur qui va demander un petit peu aux couvreurs qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est pratique pour eux, qu'est-ce qui n'est pas pratique. Donc là, moi, j'ai imaginé 3 écrans. Un premier écran, on va saisir les infos du client, d'accord? Son nom, son adresse, son téléphone, son email. L'email, c'est important pour qu'il reçoive le devis. On va enregistrer ça et on va mettre ça dans une base de données qui est non pas sur le portable, mais sur Internet, d'accord? Une base de données, c'est un gros tableau dans lequel on enregistre des informations bien à leur place. Ensuite, on aura un deuxième écran qui va nous permettre de capter les infos qui concernent le chantier. Le chantier, c'est la photo. Je vous dis, localisation, l'idée, c'était d'appuyer sur un bouton, qu'on ait les coordonnées GPS et que ça transforme ça en une adresse, mais ça ne marche pas terrible avec à l'intérieur, le GPS. La photo pour prendre une photo du bâtiment. Les dimensions, hein, du toit. Et le choix du matériau, et ensuite, ça va nous calculer les prix et les quantités achetées, etc. etc. Et ensuite, les petits traitements là, ça va au fait au niveau du son, tout le monde entend. J'ai pas besoin du micro. Ouais, c'est bon? Donc, des petits calculs, et puis à la fin, on affiche le devis. Vous voyez, dernier écran, on affiche la proposition de devis, et si le gars est d'accord, on envoie. On envoie par email. C'est bon les 3 écrans? Ouais? Ça vous paraît intéressant comme sujet ou on est très loin de la réalité des choses? Alors, maintenant, on va l'outil. Je vous avais promis quelque chose de visuel, quelque chose de simple, quelque chose en français, quelque chose qui n'est pas forcément habituel par rapport aux idées que vous faites du codage. Donc, on va utiliser une partie interface, donc ça, vous avez l'habitude, mais il y a la partie script. En fait, elle va se faire en assemblant des blocs comme ça. C'est ça l'originalité de l'outil. Les jeunes, aujourd'hui, de plus en plus, apprennent à coder avec un outil qui s'appelle Scratch, qui a été fait par le MIT. Et bien, les mêmes personnes du MIT ont développé la version un petit peu plus évoluée qui s'appelle App Inventor. Tout le monde voit le nom de l'outil? Donc, c'est un outil qui est gratuit, c'est visuel, c'est relativement simple. On peut le basculer en français, on en reparlera. Derrière, il y a Google et le MIT. Le MIT, ben, ce n'est pas des rigolos, hein. Il y a quand même là-bas des gens qui ont des idées et qui ont des têtes, on va dire, bien remplies. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous verrez, d'où cet écran-là, c'est qu'on va pouvoir tester en direct sur le mobile. Ça veut dire que plutôt que je vais directement, en permanence, le programme que je fabriquerai ici, je le testerai d'ici. Et là, vous verrez la photo du mobile et le programme qui se fait au fur et à mesure. Alors, le problème, est-ce qu'il y a un problème quand même? C'est que ça ne fonctionne, comme derrière c'est Google, ça ne fonctionne que sur Android. Mais il y a quand même un paquet de téléphones Android aujourd'hui. Et puis, on n'est pas sur un outil, on va dire, pour faire des applications finies, officielles, vendues à des millions d'exemplaires, optimisées, etc. On est plus sur un outil pour faire des preuves de concept, des prototypes ou des petites applis TPE à soi. D'accord? Donc, il ne faut pas se tromper d'outil.
Il y a des utilisations avancées où on peut aller, on ne verra pas forcément, enfin on ne verra pas du tout ce soir, on peut aller dans les intents, dans les activity starter, etc. pour aller appeler d'autres fonctions, d'autres processus du portable. On ne va pas y venir. Bon, il y a plein de ressources dispo sur le web. Et puis, bien sûr, on va profiter de tout ce qu'il y a dans le smartphone, donc le GPS, l'appareil photo, etc. App Inventor, la seule chose qu'il faut pour l'utiliser, c'est un compte Gmail. D'accord ? À partir du moment où vous avez un compte Gmail, c'est parti. Alors, oui, français-anglais. Français-anglais, moi, j'utilise App Inventor en anglais. Pourquoi ? Parce que toutes les ressources, elles sont en anglais. Parce que, par exemple, tout à l'heure, on verra, il y a une case à cocher. En français, ils l'ont traduit par la case est vérifiée, alors que le mot, c'était coché. En anglais, c'est checked. Donc, voilà. Là, ce soir, j'ai fait le choix de le passer en français pour que ça soit encore plus accessible à ceux qui ont du mal avec l'anglais. D'accord ? Mais sachez que s'il y a des mots comme ça qui m'échappent en anglais, et je vous conseille, le jour où vous partez là-dessus, de le lancer en anglais. Ok ? C'est bon ? On y va ? Alors, on va faire un Hello World. Donc, Hello World, c'est une petite preuve qui prend, enfin, une petite procédure où on va essayer de prendre en main l'outil et de, en quelques secondes, afficher un Hello World. Donc, le but, c'est j'appuie sur un bouton et ça doit m'afficher une phrase Hello World. D'accord ? Donc, c'est parti. Alors, on y est ? Alors, je vais aller sur mon compte App Inventor. Voilà. Alors, pour aller sur App Inventor, il suffit de taper dans Google AI2, par exemple. Et AI2, il va vous trouver App Inventor. Là, MIT App Inventor 2. D'accord ? Et ensuite, vous vous connectez avec votre compte Google et vous arrivez sur une page. Donc, on va démarrer. Alors, je vous avais dit que je le ferai en français. Donc, tout le monde voit là, c'est bon, c'est petit, mais ça va grossir. Au pire, si vous ne voyez pas, j'ai une loupe comme ça. Français, ok ? Donc, on va démarrer un nouveau projet vierge. Et on va l'appeler Essai Meetup. Voilà. Là, le but, c'est vraiment de faire un truc rapide. Voilà, donc dès que je démarre mon outil, j'ai une sorte d'écran de téléphone portable qui apparaît. Et sur le côté ici, j'ai ce qu'on appelle des composants, donc des boutons, des cases à cocher pour tout ce qui est interface utilisateur. Ensuite, j'ai, vous voyez, accès à la caméra, enfin à l'appareil photo du téléphone. Je peux jouer des sons, enregistrer de la voix, etc. Je peux faire des jeux. Enfin, c'est pas des jeux, mais je peux utiliser ce qu'on appelle le canvas pour capter des interactions. Il y a tout ce qui est capteur, on a accès à l'accéléromètre, on utilisera tout à l'heure l'horloge, le GPS, etc. Social, on peut envoyer des mails, des SMS et tout ça. Stockage, on peut créer des fichiers, lire des fichiers. On peut avoir une base de données locale et nous, on utilisera l'étape fusion, etc. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'outils. Ce que je vais faire, c'est que rapidement, je vais glisser un bouton. Ici, on a les propriétés des composants, d'accord ? Donc, je peux changer la couleur du bouton, le texte du bouton. Je vais changer le texte du bouton, je vais l'appeler test, d'accord ? On voit là, ouais. Hop, j'ai fait un petit bouton qui s'appelle test, ok ? Et je vais mettre en dessous un petit label. Un label, c'est un petit texte. Pour l'instant, je ne mets rien à l'intérieur. Très important ici, on utilise des... Moi, je vous verrai que systématiquement, je renomme tout parce que bouton 1, quand on sera dans le code, ça ne veut rien dire, bouton 1. Quand on aura bouton 1, bouton 3, bouton 4, bouton 5, bouton 10, bouton 25, on ne sait plus à quoi ça correspond. Donc, une petite habitude que connaissent bien les codeurs, c'est la convention de nommage. Donc, je vais l'appeler BTN test, par exemple. Et comme ça, je sais que maintenant, mon bouton, il a un nom qui est plus causant. D'accord ? Et le label, je vais l'appeler LBL test, par exemple. Voilà, donc maintenant, je vais passer, donc là, j'ai fait ce qu'on appelle l'interface graphique. Je vais passer dans les blocs. Là, j'ai une grosse page blanche et c'est là que je vais assembler mes fameux blocs pour afficher le code Hello World. Donc, ici, j'ai mon bouton que je retrouve. En fait, les composants que j'ai glissés dans mon interface, ils apparaissent là. Quand je clique dessus,
j'ai tout un tas d'événements ou de propriétés ou d'instructions qui concernent le composant sur lequel je viens de cliquer. D'accord? Donc le bouton, qu'est-ce que je peux faire avec un bouton? Je peux changer sa couleur de fond, je peux obtenir sa couleur de fond, je peux l'activer, je peux le désactiver, je peux le mettre en gras, je peux changer son texte, etc. Et les événements, par exemple ici, je vais déclencher quelque chose quand j'appuie sur le bouton. D'accord? Regardez, c'est marqué quand bouton test clique. Ça veut dire quand je vais cliquer sur le bouton test, bah, il va faire ce que je vais glisser là-dessous. Jusque-là, ça va. Alors qu'est-ce que je veux faire? Bah, je veux afficher Hello World dans le petit label. Donc je vais mettre le label et ce que je veux pas c'est changer sa couleur ou je sais pas quoi, ce que je veux c'est changer son texte et je vais mettre un petit texte dedans que je vais appeler Hello World. OK. Alors maintenant bah, on va tester. C'est là qu'intervient le téléphone. Je vais lancer une petite application sur le téléphone qui est en fait l'émulateur de App Inventor et je vais connecter les deux. D'accord? Donc, connect, compagnon. Il suffit que je vienne scanner ici le petit QR code que je vois là. Hop. L'appli passe sur le smartphone. J'ai mon bouton test et je clique dessus et ça affiche Hello World. Donc, vous voyez, mission accomplie. On a fait. Alors là, ce n'est pas une appli, mais c'est une mini appli. Voilà. Bon, donc jusque-là, ça va. Alors maintenant, on va commencer à travailler sur la vraie appli. D'accord? Mais le Hello World, tout le monde aime bien. Je sais que quand on aborde un nouvel outil, les développeurs, ils connaissent bien ça. On aime bien très, très rapidement faire toute la chaîne. D'accord? Le truc, le test, le machin, et vérifier que ça fonctionne bien. Alors maintenant, bah, on va créer la première partie de notre appli. Donc, je vais supprimer ça. Hop. Et je vais créer mon premier écran. Alors, mon premier écran, en fait, vous vous rappelez, il y a 3 écrans. D'accord? Il y a un écran qui va me permettre d'avoir les infos clients, un écran pour les infos chantier, puis un écran pour les infos devis. Donc, là, l'idée, c'est de les mettre dans un container. Et en gros, la ruse, c'est que dans ce container, il va y avoir 3 petits blocs, des arrangements verticaux, on appelle ça. Et je vais pouvoir glisser des choses à l'intérieur. Et pour faire comme si en fait j'avais 3 écrans alors que j'en ai qu'un seul, je vais agir sur la largeur des écrans ou les rendre invisibles ou visibles. D'accord? Donc c'est beaucoup plus facile de créer une appli avec un seul écran. Parce que sinon, il faut se passer les paramètres d'un écran à l'autre, etc. Donc, en gros, j'ai une appli avec 3 écrans. C'est 3 boîtes qui sont les unes à côté des autres. Et quand je suis sur cet écran-là, bah, je rends celle-là soit invisible, soit à largeur 0, etc. Puis quand je vais passer de celle-là à celle-là, bah, je vais mettre celle-là à largeur 100% ou visible, et ainsi de suite. Et ça me permettra d'avoir une simulation de plusieurs écrans, alors qu'en fait, j'ai un seul écran. C'est compris ça? C'est un peu plus compliqué, ça, non? Alors, mon premier écran, ça va être les infos clients. Donc les infos clients, regardez, je vais mettre mon fameux arrangement vertical qui va me permettre d'empiler les différents champs les uns en dessous les autres. Donc je vais mettre un petit label, des zones de texte, un bouton pour enregistrer. D'accord? Ça, je ne suis pas obligé de le mettre parce que ça, c'est pour que le bouton il soit sur la droite. Donc je vais simplifier. Et bien c'est parti. Ah oui, parce que j'ai plus rien. Ok. Alors, on y va. On va mettre donc des zones, le petit label, des zones de texte. Hop. Voilà. Je vous avais dit qu'on allait renommer. Donc là, je le fais pour vous montrer la technique. Tout à l'heure, je basculerai avec le truc déjà tout fait. Parce que sinon, vous avez vu que ce n'est pas super intéressant. Donc ça, je vais l'appeler LBL titre. Donc ça, c'est les infos clients, par exemple. Voilà. Et ici, je vais remplir la propriété en l'appelant info client. Client sans S, comme ça, il n'y en a qu'un. Ici, il y a plein de paramètres. Par exemple, je peux décider de prendre toute la largeur. Je peux augmenter, je peux mettre en gras, je peux mettre la police, etc. Donc tout ça, c'est comme si on était dans Word. C'est simple. Voilà. Ça,
ici, je vais mettre, donc c'est une zone de texte. Donc moi, les zones de texte, je les appelle TB comme textbox et je vais mettre ici le nom client. Donc toujours cette partie, renommer les choses, comme ça, on sait de quoi on parlera dans le code. Et ici, il y a une nuance. Une nuance, c'est une petite quelque chose qui va apparaître pour qu'on sache quoi mettre dans la boîte. Donc je vais mettre saisir nom client. Voilà, vous voyez, saisir nom client, donc c'est la nuance, donc ça évite, donc ça indique ce qu'on met dans la boîte, etc. Ici, renommer, on va mettre TB, textbox, adresse, client. OK. Et ici, vous avez compris, on commence à faire 15 000 fois la même chose, donc c'est saisir adresse client. OK. On va faire le téléphone. Et puis au bout d'un moment, on va s'arrêter. Et on va faire... Vous voyez, c'est tellement simple et répétitif que vous commencez à dire c'est trop facile. Allez, et l'email. Client. OK, c'est bon? Et il nous manque le fameux bouton. Et le bouton, alors je pourrais changer sa couleur, tout ça, ça vous avez compris. Hop, on va le mettre en bleu. On va mettre là le texte en blanc. Et on va l'appeler ce bouton enregistrer le client. C'est bon? Alors maintenant, il faut qu'on passe à la partie enregistrer, mais on va l'enregistrer en ligne. Comme ça, tous les autres pourront avoir accès au client, la secrétaire, les autres couvreurs de la société, etc. Ça ne va pas rester sur le portable. Donc, on a fait des glisser, déposer, on a ajouté les propriétés, c'est bon. Alors là, on va passer à la fameuse base de données. D'habitude, les bases de données, c'est compliqué, il y a des syntaxes bizarres, SQL, tout ça, il faut apprendre des langages, c'est compliqué. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est les tables fusion. Les tables fusion, c'est toujours Google et c'est comme des fiches Excel dans votre Google Drive. Super pratique. On y va. Je vais dans mon Google Drive. Ça vous dit quelque chose, Google Drive? Ouais. Je suis dans mon Drive, j'ai créé un dossier VitUp et dedans, j'ai créé un dossier qui s'appelle base de données et vous voyez ici, nouveau, plus, et je prends une Google Fusion Table. D'accord? Je clique dessus et vous allez voir que ça se présente comme un fichier Excel, hein, parce qu'une base de données, grosso modo, c'est un tableau. Et vous voyez qu'actuellement, j'ai un client. D'accord? Vous le voyez, le client? Mon but, c'est que quand je vais appuyer sur le bouton « Enregistrer le client », ça me rajoute une nouvelle ligne là-dedans. OK? C'est bon? Donc, forcément, là, je suis sur mon compte Gmail. Vous imaginez que pour accéder à mon compte Gmail, j'ai dû mettre un mot de passe que je ne vais pas vous donner. Il faut montrer patte blanche pour aller dans le Google Drive de quelqu'un. Logique. Donc, avant ça, on va ramener un composant qui s'appelle, dans stockage, le fameux contrôle des tables fusion. D'accord? Donc ici, ça, c'est un composant qui est invisible. Vous voyez, il n'apparaît pas dans l'interface, il apparaît en dessous. OK? Et c'est ici que je vais mettre les fameux identifiants qui vont permettre à mon appli de se faire passer un peu pour moi et accéder à mon Google Drive. Donc, deux choses. Je vais utiliser un compte d'authentification. Alors, tout ça, ça se gère dans un endroit qui s'appelle ça. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, les développeurs, ils ont l'habitude de ça. Donc, en gros, via votre compte Google, il y a une partie un peu plus développeur. Et vous avez ici des API. Des API, ce sont des services que vous utilisez qui appartiennent à Google. Et là, moi, j'ai des identifiants qui me permettent d'accéder à tout ça. D'accord? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais sachez que tout ça, c'est sécurisé et ça empêche les gens de faire n'importe quoi. Je vais mettre une adresse email qui n'est pas forcément mon adresse
mais qui est une adresse d'un compte que j'autorise à accéder à ma table. Je vais la mettre là. Tout le monde voit dans les paramètres, là, je mets une adresse email. Et je vais mettre un fichier de clé. Un fichier de clé, c'est comme un gros mot de passe embarqué. Voilà. Donc, le fichier de clé, il faut que je le retrouve vite fait. Il est où? Vite, le chrono, il tourne. Voilà, hop. Ça va, tout le monde suit là? Ouais, jusque-là? Bon, en gros, ce que je viens de faire, c'est de dire à ma table Fusion qu'en gros, elle a, enfin, à mon appli, qu'elle a le droit d'accéder à mon drive. De l'autre côté, ma table, je l'ai déclaré. Je lui ai dit que cette adresse mail-là, elle avait le droit. Et tout ça, c'est clean. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans les blocs. Et mon but, c'est quand j'appuie sur enregistrer client, ça doit enregistrer mon client. Donc, bah, bien sûr, je vais prendre… Ah, tiens, le bouton, je ne l'ai pas renommé. Erreur. Donc… vous ne m'aviez pas prévenu ça. Ça veut dire que vous ne suivez pas là. Hein? Vous ne dites pas que vous êtes déjà lâché. Alors, je vais prendre mon bouton enregistrer client et bien sûr, ce qui va déclencher l'enregistrement du client, c'est le clic sur le bouton. Jusque-là, tout le monde suit aussi? Ouais, comme tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre mon fameux composant Tab Fusion et là, regardez, il y a quelque chose qui est pratique, il y a insérer une ligne. Tout le monde le voit, insérer une ligne. Là, ouais. Donc, insérer une ligne dans la fameuse table. La table, il faut que je l'identifie. Donc, elle a un nom, cette table-là. Elle a un nom qui est super long. Donc, bien sûr, son nom, c'est ce truc-là. Là. Vous voyez, son identifiant. Donc, bien sûr, comme on est sur Google, vous imaginez qu'il y a un maximum de personnes. Donc, les codes, ils sont très, très longs. J'y retourne. Je vais créer, alors ça c'est intéressant, je vais créer ce qu'on appelle une variable que je vais appeler table client identifiant. Et dans la variable, je vais mettre ce fameux code pour éviter de le retaper à chaque fois. C'est bon? Et ici, je vais dire que je veux accéder à cette table-là. Donc, je vais récupérer l'information, obtenir le numéro de la table. Et ici, je vais écrire dans les colonnes. D'accord? Alors, les colonnes, il faut qu'elles soient séparées par des virgules. D'accord? Donc, les colonnes de ma table, je vous rappelle que c'était celle-là. Là. Nom underscore client, adresse underscore client, téléphone client, etc. C'est bien mes colonnes. OK? Donc, normalement, pour que ça aille un peu plus vite, je les ai déjà écrites. Hop. Comme ça, on ne perd pas de temps. Je vais dupliquer ça. Et je colle mes colonnes. C'est bon? Et maintenant, il faut que je mette les valeurs. Alors, vous voyez, même là, il a du mal. Pourtant, on lui a dit de causer en français et il dit values, column, vous voyez. Alors, les valeurs, ça va être quoi les valeurs? Ça va être ce que le gars, il a saisi, non? On est d'accord? Alors, on va le récupérer ça où? On va récupérer ça dans les textbox. D'accord? Donc, dans textbox ici, on va récupérer ce que le couvreur a saisi, c'est-à-dire, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'information texte de la textbox client. D'accord? Alors ça, il faut que ça soit, c'est un petit peu spécial, il faut que ça soit entre guillemets. Alors, on va réunir les différentes choses comme ça. Hop, je vous explique. Guillemets. On met la textbox. Et donc, en gros, join, ça permet de mettre les mots les uns à la suite des autres. Ça permet de construire des phrases avec des mots. Je vais rajouter ici des champs. Alors, normalement, les chaînes de caractères, c'est les strings. Hop, je vais en mettre plein. Ici, je vous avais dit que c'était entre guillemets chaque chose. Donc, je vais mettre guillemets, enfin, non, pas guillemets, apostrophe, pardon. Apostrophe, je mets le deuxième. Le deuxième, c'était… Qui c'est qui suit, là? L'adresse? Ouais. On duplique. Le troisième, c'était le téléphone. Hop. Et le quatrième, c'était l'email.
Et à la fin, il faut terminer. Comme on a ouvert... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Comme on a ouvert une apostrophe, ben, il va falloir la fermer. OK? Alors, c'est bon jusqu'ici? Ouais. Donc, je dis que ce que j'ai récupéré dans les textbox, ben, je le mets dans ma fameuse table Fusion avec les identifiants qui étaient sur l'autre écran et avec le numéro de la table qui arrive là-haut. Ben, on va tester. On va tester. Tiens, la nuance, je ne l'avais pas changée là, peu importe. Alors bien sûr, si on voulait être puriste, il faudrait que le téléphone, on mette que les chiffres, verrouiller tout ça. Bon, on n'a pas le temps. L'email, pour l'instant, je mets n'importe quoi. Alors ça tourne, et là, on ne sait pas si ça a marché ou pas. D'accord? Bon, a priori, il n'y a pas eu de message d'erreur. On va regarder notre table client. Je rafraîchis. Ah, ça a marché. Vous voyez qu'on a bien notre enregistrement qui est arrivé. Par contre, ce qui serait cool, c'est d'avoir un message comme quoi le couvreur, son client, il est bien enregistré, parce qu'il ne va pas aller sur son portable et puis aller vérifier sur son ordinateur. Logique. Donc, on va rajouter un petit événement qui est dans la table Fusion qui s'appelle résultat reçu. D'accord? Ça, c'est pas moi qui le déclenche, c'est l'enregistrement dans la table, ça va déclencher cet événement-là. D'accord? Et il va me donner un résultat. Quand ça fonctionne, en gros, il me donne le numéro de la ligne qu'il a créé. Donc, en gros, je vais mettre que si, alors ça, c'est un des basiques de la programmation, la fonction si, ça, c'est vraiment la base. Si le résultat, il contient row, qui veut dire ligne, eh ben, ça veut dire que, grosso modo, comme il m'a dit row 2, row 3 ajouté, ça veut dire que normalement, ça s'est bien passé. D'accord? Alors, je vais rajouter un petit composant qui est super pratique. Je vais revenir sur le designer, là, et je vais rajouter ce qu'on appelle un notificateur. Alors en anglais, c'est notifier. Lui, c'est un petit composant qui va me permettre d'afficher des infos à l'écran, des petites fenêtres, oui, ça a marché, erreur, machin, etc. OK? Je rajoute ce composant-là, pas besoin de lui changer de nom parce que lui, il est causant. Donc si quoi? Qui c'est qui a suivi là? Si le résultat que je viens de récupérer, il contient, donc contient, c'est dans ici, contient, d'accord? Donc si le texte que je viens de récupérer, il contient, pourquoi j'ai mis divisé là? Je me suis trompé de bouton. Contient. Heureusement que vous êtes là pour... Alors il faut qu'il contienne quoi? Le mot row, normalement. Et alors là, qu'est-ce qu'on va afficher? Ben, on va afficher avec le fameux petit notificateur là, une alerte. Et on va dire que ça a réussi. Donc, par exemple, client ajouté avec succès. OK, on réessaye. Vous voyez le portable là, c'est bon? C'est net? Client ajouté avec succès. Vous voyez là en bas? On va vérifier qu'il ne nous ait pas menti. Et on devrait voir notre troisième ligne. Donc là, mine de rien, on vient de faire un truc qui est quand même, franchement, pas mal. Non, non, mais c'est pas moi qu'il faut applaudir. On vient de causer quelque chose qui est là, on vient de l'envoyer sur Internet et n'importe qui maintenant, enfin n'importe qui. On peut, vous imaginez, dans un tableau comme ça, on peut faire des stats, on peut faire des graphiques, on peut faire tout un tas de choses. Bon, donc ça commence bien. Ouais. Ouais, c'est normal. C'est un petit pop-up comme ça. Si, mais ça ne serait pas ce composant-là qu'on utiliserait, ça serait autre chose. Je pourrais l'afficher comme ça, puis mettre un timer, mais on va faire simple au départ. Mais je sens qu'il y a... Tu as des idées, Jean-Jacques, et ça, c'est bon. C'est le plus précieux. Et tu es bien dans le truc, là. Alors, on continue à avancer. Base de données, on en a parlé. Ça, bah, c'est ce qu'on vient de faire. Hein? Bah oui, mais ça vous impressionne, mais ça, en fait, c'est ce qu'on vient de faire. Hein.
On a mis nos champs en ligne et puis on a mis un petit comme. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est passer à l'autre écran. Sauf que l'autre écran, je ne l'ai pas encore créé. Alors, pour passer à la suite, et puis les deux composants que j'ai utilisés, hein, d'accord, le notificateur et le contrôle fusion. Alors maintenant, vous voyez qu'on va passer à l'écran 2. L'écran 2, il est plus compliqué. C'est l'écran de description du chantier. Alors, comment il se comporte? Il y a toujours notre titre, comme quand on est dans les infos chantier. Le petit bouton localisé qui va permettre de déclencher le GPS et d'aller interroger un service Google qui va nous transférer la latitude, enfin qui va nous traduire la latitude et la longitude en une adresse postale. Si moi je vous dis comme ça 48,28 machin, la longitude est 1,318, vous n'êtes pas capable de me dire l'adresse, hein, non? Donc ça, on ne va pas l'utiliser directement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit bouton photo. Donc photo, ça va déclencher l'appareil photo. On va prendre une photo et ça affichera la photo en dessous pour la mettre dans le devis. Ici, on aura une case à cocher. Soit la personne, elle saisira les dimensions du toit avec l'angle du toit. Moi, je ne suis pas trop couvreur. Des fois, ils mettent l'angle du toit. Des fois, ils mettent la hauteur. Vous voyez là. D'accord? Donc, il y a deux formules. Suivant qu'on mette la hauteur ou l'angle, il y a un moment donné, on fait intervenir la hauteur, ça doit être Pythagore, des racines carrées au carré. Et puis l'angle, ça doit être des cosinus ou des choses comme ça. OK? Ou des sinus. Voilà. Un petit plan ici. Ça, c'est une image fixe pour dire A, B, ce que c'est que l'angle, ce que c'est que le A, ce que c'est que le B. Ça nous calculera la surface. D'accord? Et ensuite, on choisira le matériau. Le matériau, on ira interroger, attention, là, il y aura un contrôle, on ira interroger la base de données, la table fusion des matériaux. D'accord? Sauf que là, on n'ira pas écrire dans la table, on ira récupérer tout le contenu de la table pour l'afficher sous forme d'une liste, pour qu'on puisse choisir notre matériau. C'est bon? Alors ça, rassurez-vous, je l'ai préfabriqué. Parce que vous avez vu que s'il fallait glisser les petits trucs, les renommer, les machins, ça nous aurait pris pas mal de temps. Donc, j'ai triché un petit peu, je l'avoue. Donc, je vais enregistrer quand même le projet qu'on a réussi à faire. Alors, vous remarquez que tout ça, c'est en ligne. Hein. Là, je suis sur Internet, donc pas besoin de sauvegarder sur sa clé USB ou je ne sais pas quoi. On peut le faire. Hein. On peut ici exporter le projet sur son ordinateur, etc. Donc, je vais retourner dans le projet, celui-là. Alors, je vous introduis un petit peu les choses. Donc là, normalement, vous n'êtes pas trop dépaysé. Vous retrouvez l'écran qu'on a fait. Ouais. Sauf qu'en bas, j'ai rajouté plein de choses. J'ai rajouté le capteur de position au cas où on a besoin du GPS, que j'ai trouvé dans les capteurs sur le côté, là, vous vous rappelez. J'ai rajouté le web parce qu'on va faire des interrogations web, etc. La caméra pour prendre la photo, logique. Un deuxième contrôle table fusion pour les matériaux. Une petite horloge parce qu'à un moment donné, on va utiliser un timer, un petit chrono. Et ici, un composant qui permet de faire du FTP, on va en reparler. Un composant pour faire des mails, un composant pour écrire dans des fichiers. Et un composant pour encore des composants web. Voilà. Alors, erreur. Donc, mes deux autres écrans, alors là, vous voyez que c'est assez compliqué. Par contre, sur le côté, je passe un petit peu de temps pour vous présenter. Donc là, j'ai mon fameux container qui est en haut, là. Vous vous rappelez du container? C'est celui-là. C'est celui qui contient les trois écrans. D'accord? C'est bon? Hop. Donc, mon container, j'ai mon écran info client qui est visible là. Je vais le cacher, puisque celui-là, maintenant, c'est réglé. Alors, ah oui, un petit truc. Je me suis fait un petit bouton passer. Hein, comme ça, pour faire les tests du deuxième écran, je ne vais pas être obligé à chaque fois de mettre que je retirerai à la fin. Je vais rendre invisible cet écran-là, parce que maintenant, on va le considérer comme étant fait. Donc, invisible. Et je vais rendre visible mon deuxième écran, qui est à côté dans le fameux... Oh là, qui est à côté dans le fameux... voilà. Donc là, vous voyez que j'ai mis plein de choses à l'intérieur. J'ai arrangé les choses donc avec soit des arrangements horizontaux, on met les éléments les uns à côté des autres, soit des arrangements verticaux. Je vais couper un petit peu le... Non, t'inquiète. J'enlève le... Hop. Voilà. Donc il me dit forcément qu'il n'arrive plus à trouver le fameux... Voilà.
C'est bon pour l'interface. Donc là, effectivement, j'ai pris un petit raccourci parce que sinon, on aurait passé notre temps. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai bien les boutons, les TB adresses, les textbox, les boutons photo. Alors le code. Le code, ce qu'on va faire, notre première mission là, ça va être quand j'appuie sur le bouton photo, je veux prendre la photo et afficher la photo ici. Ça s'appelle IMG chantier comme image chantier. Et ça s'appelle BTN photo comme bouton photo. OK? On y va? Je passe dans les blocs. Alors, il y a déjà un certain nombre de choses que je vous ai préparées pour la suite. Ça, vous reconnaissez, c'est ce qu'on vient de faire. Ouais. C'est en petit là, mais je vais grossir. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Ça, c'est juste l'écran de démarrage. Donc, à l'écran de démarrage, je lui dis que la page info client. Ah, ben c'est allumé. Depuis tout à l'heure, Ah bon? La page info client, elle est visible au démarrage. On est d'accord quand l'écran s'initie. Quand j'arrive sur l'écran, je vois bien mes infos clients qui sont visibles et mes infos chantiers qui sont invisibles et mes infos devis qui sont invisibles. D'accord? Au démarrage. Et une fois que je vais avoir cliqué sur mon bouton et réussi à insérer quelque chose dans la table info client, comme on a fait tout à l'heure, j'ai rajouté, regardez, que les infos clients maintenant, elles sont invisibles, faux, visibles à faux, donc on ne les voit plus. Et qui c'est qu'on voit maintenant? Les infos chantier. En gros, on est passé sur le deuxième écran. OK? C'est bon? Quand il a reçu le fait que ça s'était bien passé, l'enregistrement dans la base de données client, là, on passe à l'écran d'après. J'aurais dû tester le cas où ça s'est mal passé, mais on va aller vite. OK? Alors maintenant, mon fameux bouton de photo. Alors, j'ai créé une variable qui s'appelle l'image chantier qui va contenir le chemin de l'image enregistrée sur mon ordinateur. Le chemin, vous savez, c'est C, anti-slash, mes documents, anti-slash, machin, etc., etc. Ça, c'est le chemin. Alors, je vais prendre le bouton photo, parce que tout ça, ça se déclenche quand j'appuie sur le bouton photo. D'accord? Et comme tout à l'heure, un clic. Je vais prendre le composant photo, parce que ce que j'aimerais bien quand je clique sur le bouton photo, c'est que ça prenne une photo. Donc, pour prendre une photo, je vais prendre la caméra. Et regardez, c'est pas compliqué, il y a quelque chose qui s'appelle prendre photo. Facile. Eh bien, je vais mettre prendre photo. OK? Jusque-là, ça va. Alors, et regardez ce qui est intéressant dans la caméra, là, c'est que, il a pris la photo, hein, j'ai pas 50 000 possibilités. Et l'autre possibilité, regardez, c'est un événement qui va être déclenché après la prise de la photo. Donc ça, comme tout à l'heure, une fois que c'est enregistré dans la base de données, il y a l'ordinateur qui déclenche quelque chose de lui-même. Donc moi, ce qui m'intéresse, une fois que j'ai pris la photo, c'est de la récupérer et de l'afficher. Donc je vais glisser cet écran-là, là. Et ce qui est intéressant, regardez, c'est qu'il me donne le chemin de la photo. C'est-à-dire qu'il a pris la photo, il l'a mis quelque part sur mon téléphone et il me dit en gros où est-ce qu'il l'a mis. D'accord? Et bien moi, je vais demander à l'image, vous vous rappelez l'image qui est à côté du bouton photo, qui s'appelle image chantier. Elle est là. Et je vais mettre l'image de l'image chantier. Je vais grossir, ne vous inquiétez pas. À la valeur que l'ordinateur a enregistrée. Donc en gros, une fois qu'il a pris la photo, ma petite image qui était sur le côté, elle prend la valeur de l'image qui a été enregistrée sur l'ordinateur. OK? C'est bon ça? Tout le monde suit? On va essayer. Sauf qu'il y avait plein d'erreurs. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hop, je relance mon petit émulateur. Vous vous rappelez ça, la petite procédure toute simple qui permet de tester direct sur son portable. Toc. Hop. Donc là, je vais passer. Je prends la photo.
J'y clique. Oh, regardez, qu'est-ce qui se déclenche? L'appareil photo. Super. Bah là, vous voyez plus. Alors là, vous voyez, ouais. Alors, j'avais pas prévu ça. Je vous prends en photo. Vous voyez là? Il me dit si je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Et regardez, qu'est-ce qui s'est affiché à côté du bouton photo? La photo que je viens de prendre. D'accord? Donc ça marche. Pas mal. On avance. Donc au moins il voit la photo qu'il a prise, etc. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais garder en mémoire dans une variable le chemin de cette photo parce que ça m'intéresse pour le remettre après dans le devis. Parce que ce n'est pas le tout de l'afficher là, mais moi je veux la mettre aussi dans le devis. OK? Donc je vais dire que ma variable image chantier, elle va prendre ce fameux chemin d'image là. Voilà. Parce qu'en gros, je me dis, ce truc-là, je vais en avoir besoin par la suite. Et quand je serai sorti de après photo, ben, j'aurai plus accès à ce fameux chemin, donc je me le mets de côté, hein, comme si je me l'écrivais sur un petit calepin, okay, au cas où ça nous serve pour la suite. C'est bon pour l'image? Donc là, mine de rien, on sait maintenant gérer la caméra. Vous avez vu la caméra, prendre photo, et qu'est-ce que je fais avec ma photo après? C'est pas si compliqué que ça. C'est ce qu'on vient de faire, non? Alors, les modes de mesure. Les modes de mesure, vous vous rappelez que, alors ça, on n'était pas obligé de le faire, mais bon. Le couvreur, il a deux méthodes pour mesurer son toit. Il va prendre deux dimensions, A qui est la largeur en fait, vous voyez, de la maison, et B qui est la longueur de la maison, et ensuite il aura le choix, soit il met l'angle, soit il met la hauteur H. Vous voyez là? Ouais, c'est bon? Alors, on va utiliser ces fameuses checkbox. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, les checkbox, quand il y en aura une activée, l'autre, elle se désactivera. Donc, elles vont devoir se causer l'une avec l'autre. Et ensuite, suivant ce qu'on aura sélectionné, bah, ça adaptera ici le nom de la textbox. Si je choisis angle, il va me dire saisir l'angle. Si je choisis hauteur, ici, il faudra qu'il mette hauteur, saisir la hauteur. On est d'accord? Ouais? Jusque-là, c'est bon. Alors là, bah, on complique un petit peu, c'est normal, on avance. Donc, alors, bah, c'est parti. On est bon au niveau du timing ou pas là? Vous ne regardez pas votre montre, c'est bon. Alors, donc, je prends ma fameuse checkbox angle. Donc, la checkbox angle, c'est celle qui contient le mot angle. Et quand quelqu'un vient de changer l'état de la checkbox, elle était allumée, il l'éteint. Elle était éteinte, il l'allume. Il y a bien quelque chose qui a changé. Donc, ça déclenche automatiquement cet événement-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tester. Si la checkbox, elle était... Alors, la checkbox, c'est la case à cocher. Ouais, là-dessus, ouais. La checkbox, si elle était allumée. D'accord? Là, on a juste détecté qu'elle avait changé. Si elle était allumée, qu'est-ce qui va lui arriver? Si elle était allumée et qu'elle a changé, elle va s'éteindre. Donc, vous voyez, c'est là que c'est marqué vérifier. Vérifier, en fait, ça veut dire checked. Check, c'est dire cocher. Donc, c'est là que ils ont un peu de mal. Donc, si elle était vérifiée, bah, regardez, on va la mettre à quoi? À éteinte. D'accord? Donc, faux. OK? Là, j'aurais pu mettre si machin vérifié égale vrai. Bon, c'est direct comme ça. Sinon, et d'ailleurs, si elle est fausse, l'autre, elle devient quoi? L'autre, elle devient quoi? Vrai. Donc, la hauteur, elle devient vraie. On va tester. Ah! Regardez. Je ne sais pas si vous avez... Donc, forcément, je vais... Et là, si je clique là, il se passe quelque chose. Donc, bizarre d'ailleurs qu'il se passe quelque chose. Dupliquer. Si la checkbox hauteur
elle a changé. Si elle était vérifiée, alors on va inverser. Alors on va essayer tout ça. Mais tu as combien de checkbox? Tu en as 2? Ouais, tiens. J'ai fait une erreur, aidez-moi là. Alors, si la check... Tu peux agrandir? Ouais, attendez, je vais mettre un... Sinon... Alors là, j'ai mis le... Ah oui, je vais agrandir. Donc là, j'ai mis le sinon. Attends, je vais agrandir plutôt comme ça, ça va être plus simple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Aidez-moi, parce que je suis un peu paumé là. C'est un peu, un peu le casse-tête là. Hein. Casse-tête chinois là, on ne sait pas trop par où le prendre. Alors... Si tu appuies sur check angle, tu mets vrai, vérifier vrai, et si tu fais un mission, tu peux mettre vrai. Alors là, il faut l'autre cas. L'autre cas. Alors, si elle était pas vérifiée, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu appelles vérifier? Vérifier, c'est cocher. Cocher ou pas cocher. Tu vérifies qu'elle est cochée. Quand elle est cochée, Tu as mis vérifier et t'as faux. Tu peux vérifier vrai. Bah, elle a changé. Maintenant, elle est cochée. Ça va pas là, non? Il y a un problème ou pas? Jean-Jacques, qu'est-ce que je fais là? Non, moi, logiquement, si tu fais check angle vérifié, c'est-à-dire que ton petit cochage il est vert là-bas, donc tu dois mettre vrai. Et donc j'inverse. Tout le monde est d'accord? C'est bien, il y en a. Et là, je mets le contraire. Là, je mets quoi sinon? Ah oui, la première, tu peux la supprimer. Mettre check angle vérifié à vrai, il est déjà. Ah, il est déjà. Bah, si check angle est vérifié, Bah ouais. c'est déjà vrai. Alors qu'est-ce que je mets là? Parce que vous me troublez là. Ça, c'est le genre de petit casse-tête qu'on se pose des fois en faisant de la programmation. Donc, essayez de trouver ça. Après, on ira plus vite, hein, je vous rassure. Alors, ça a changé et c'est coché. Donc, on met check auteur à faux. On est tous d'accord là-dessus? Ouais. Et là, je mets quoi? Je mets rien pour l'instant? Je le laisse, on teste ça comme ça. Et là, je mets quoi? Si check auteur est vérifié, je mets check angle à faux. On essaye ça? Tout le monde est d'accord là ou pas? Ça a l'air d'être pas mal. Hein? Et alors, il y a un problème, regardez. C'est ça. Est-ce que c'est normal qu'il n'y en ait aucune de cochée? Ah. Donc c'était pas mal, ça marchait bien, mais c'est pas normal qu'on puisse faire ça. Non. Donc on y était presque. Il y a encore un petit... Et puis ce qu'il faut faire, c'est qu'aussi, je vous rappelle que quand c'est marqué hauteur, ici, ça ne doit plus être marqué angle en bas là. On va faire ça après. Ok. Alors comment je fais que si jamais je décoche ça, et que si l'autre elle n'est pas cochée, eh ben en fait je ne peux pas la décocher. Ah, le sinon, il va servir. Alors on va prendre un sinon si. Je vais vous proposer un truc, vous allez me dire c'est bon. Alors, vous imaginez qu'elle est décochée. D'accord? Elle vient d'être décochée. Mais que l'autre, elle est aussi décochée. Alors décochée là, mince, je vais mettre un petit truc qui s'appelle non, pas coché. Ok? Boum. Qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, je vais la recocher. Ah ouais, ça devient compliqué là.
Et pareil ici. Alors, on va tester. Hein. Angle. Et vous voyez que maintenant, je veux décocher angle, j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Parce qu'il faut forcément qu'il y en ait une de cocher. Ouais? C'est bon les petits casse-têtes là? Bon, alors on va faire pareil avec l'autre. Ah ouais, non mais je pouvais pas vous dire que des fois, il faut pas se creuser la tête, hein, sinon ça serait mentir, hein, d'accord? Mais bon, j'espère que... Thierry, ça va? Alors, on va inverser tout ça. Donc, si celle qui concerne l'angle, il est vérifié, alors je mets la hauteur, je force la hauteur à vrai. Donc là, normalement, je ne peux plus changer, ça change bien, et je ne peux plus changer. Mission accomplie. Cette petite casse-tête de checkbox là qui... Hein. Alors sans doute il y a des outils qui le gèrent automatiquement parce que, mais bon, forcément à un moment donné vous aurez ce genre de petites choses. Alors rapidement, on va... T'as checké hauteur et puis t'as toujours envie de décrire. Oui, tout à fait. Ah ouais, mais ça on avait dit qu'on se le gardait pour tout à l'heure une fois qu'on avait réglé le premier problème. Bon, alors justement comment on va régler ça? Alors je me suis fait un label, regardez, qui s'appelle dimension LBL, dimension variable. Le fameux dimension variable, c'est ce qui peut être soit angle, soit hauteur. D'accord? Donc là, bah, ça c'est simple. Hein. Quand on est là, c'est quoi? On met quoi comme texte? Comme texte. Quand c'est quoi là? C'est l'angle. Hein. On est d'accord? Donc on va mettre angle dans les textes. Bon, il y a plein de méthodes pour aller beaucoup plus vite. On peut taper direct les trucs au clavier. Moi, je vous le fais. Voilà. Alors, on va taper angle, 2 points. OK? Et l'autre, son petit... Ici, bah, c'est toujours pareil. On est d'accord? Oui, non. Et on va mettre ici la nuance de la textbox. Saisir l'angle. Bon, il y a certainement des méthodes plus simples, hein, mais on va faire ce qu'on a découvert par nous-mêmes. Alors, ça marche ou pas là? Ah. Là, je suis l'angle. Vous voyez, c'est marqué saisir l'angle. Saisir la hauteur. A, H, angle. Ça marche. Bon, bah mission accomplie. On a réglé le problème des checkbox, non? Ouais. Alors, et ben maintenant qu'on a, imaginons qu'on ait saisi toutes les dimensions. On a saisi je sais pas, la largeur, la longueur, on a mis un angle, 30 degrés. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe maintenant? Bah, que ça déclenche le fameux calcul de la surface, d'accord? Alors là, deux choses, soit on appuie sur un bouton, soit automatiquement, lui, il déclenche que quand il a les 3 dimensions, hop, il lance le calcul de la surface, d'accord? Alors pour ça, on va utiliser, enfin c'est une méthode, hein, mais on pourrait, c'est contestable d'ailleurs, on va utiliser un petit timer qui va se déclencher toutes les secondes et il va aller vérifier si les 3 champs ils ont été remplis. Si les 3 champs sont remplis, il déclenche le calcul de la surface, ok? Si les 3 champs ne sont pas remplis, il ne déclenche pas le calcul. Donc, c'est ce que je vous propose de faire ici. Je vais l'activer directement. On va plus le commenter. Donc, on va utiliser le petit chrono.
Le chrono, à chaque fois qu'il se déclenche, c'est-à-dire toutes les secondes, il appelle cet événement chronomètre. Donc pareil, ça c'est l'ordinateur qui déclenche ça tout seul à toutes les secondes. Enfin toutes les secondes ou toutes les 3 secondes ou toutes les 10 secondes. On va regarder si pas vide. Tout le monde voit si pas est vide, ça veut dire si pas vide. Si la dimension A elle n'est pas vide et si la dimension B elle n'est pas vide et si l'info variable qui est soit l'angle ou la hauteur n'est pas vide, on appelle le calcul de la surface. Vous voyez en bas, il y a marqué appeler calcul surface. Et là, c'est un bloc qui va nous permettre de calculer la surface. C'est bon ça? Ouais? Ça cause à tout le monde, c'est pas compliqué, c'est du français. Si. Bah, attendez, vous allez me dire où est-ce qu'il n'y a pas de français? Si. Si pas est vide, si pas vide. Si la dimension A elle n'est pas vide, et si la dimension B n'est pas vide, et si le truc n'est pas vide, appelez calcul de surface. Bon, bah, là, moi, je ne peux pas faire plus explicite. Alors, pour éviter de perdre du temps, je vais l'activer directement, ce petit bloc-là, je l'avais préparé. Alors, le voilà. À moins que vous vouliez qu'on le refasse, mais il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de... Cache clavier, c'est parce que comme on a fini de saisir toutes les dimensions, on enlève le clavier. Bon, il y a une petite erreur. L'erreur, c'est que calcul surface, il me dit « Ouais, mais le calcul surface, on ne l'a pas fait. » Donc, je demande un truc et puis, on ne l'a pas fait. Alors, comment on va calculer la surface? On va essayer de faire ça rapidos. Alors là, ça, bon, je ne vais pas faire le petit cours de maths qui va bien, mais il faut savoir que dans la programmation, il y a souvent des maths ou de la physique quand c'est des jeux. Quand j'ai la surface, pour calculer la surface en fonction de h, je fais 2 fois b fois racine de a divisé par 2 au carré plus h. Donc ça, on avait dit que c'était Pythagore qui était là-dessous. Un petit rappel de 4e ou de 3e. Et quand on a l'angle, on fait intervenir les cosinus et les sinus. Ok? C'est bon ça? Donc, je vais me fabriquer un petit bloc que je vous ai présenté en dessous, que je vais grossir, qui s'appelle calcul surface, ou tout simplement, je vais faire ces opérations-là. Bon, aucun intérêt, hein, une fois qu'on n'est pas à un cours de maths. Donc, je vais, pareil, activer ce bloc-là que j'avais déjà préparé, si je le retrouve. Activer, développer, boum. Alors bien sûr, regardez, le calcul de surface, il dépend de 2 cas. Le cas où on a la hauteur, ok, le cas où on a la hauteur, vous voyez en haut, donc la hauteur c'est avec les hauts carrés et les racines, et le deuxième cas qui est là, donc si on n'a pas la hauteur, c'est qu'on a l'angle, et donc c'est les fameux cosinus. Ok, c'est bon? Et ensuite, on va afficher la surface qu'on vient de calculer. On va tester, j'espère que ça marche. Angle, hauteur. Ça n'a pas l'air d'être terrible. Si, une hauteur de 30 mètres, ça fait un peu haut, hein, pour un toit d'1 mètre de large, là, mais... Voilà. Voilà. Bon, celui-là, il est un peu plus réaliste. Donc, 13 mètres carrés. Vous voyez là, voilà. Alors, voilà, là, on a fait les petits calculs. Vous la voyez, la surface en dessous, là? Ouais. On continue? C'est bon? Tout le monde est en forme, là? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Et ça, c'est la partie que je préfère. C'est récupérer la liste des matériaux pour pouvoir avoir une liste déroulante, choisir le matériau et ramener toutes les infos du matériau, c'est-à-dire le prix au mètre carré, combien il faut poser de plaques au mètre carré, etc., etc., etc. Alors, comment on va faire ça? Déjà, j'ai créé... Mince, j'ai fait une petite erreur. J'ai créé une deuxième table fusion. Ça vous dit quelque chose, les tables fusion? Vous vous rappelez?
base de données, et il y en a une qui s'appelle matériaux. Je l'ouvre, faire mes clients. Alors là, c'est contestable, hein, mais j'ai créé une table avec soit des tuiles, soit des ardoises synthétiques, soit des ardoises de pays, soit des bacs acier, des quantités, donc de nombre de pièces par mètre carré, le prix unitaire d'une ardoise ou d'un machin, la main-d'œuvre, combien ça va prendre d'heures de main-d'œuvre pour poser un mètre carré. Tout ça, c'est des chiffres qu'on pourrait changer. Et le prix unitaire de la main-d'œuvre qui, normalement, est fixe, le couvreur qui pose des tuiles ou des bacs acier, ça revient au même. Donc, l'idée, c'est que lorsque je déroule ce qu'on appelle le list picker, c'est-à-dire un sélectionneur de liste, je vois arriver tuiles, ardoise synthétique, ardoise de pays, bac acier. D'accord? Je clique et je chargerai toutes ces infos-là statiques. On y va? Ouais? Tout le monde a compris déjà ce qu'il fallait faire? Alors, déjà, je vais réaccéder à ma deuxième table, donc toujours avec un identifiant de la table. Je vais là, ce qu'on appelle lancer une requête. Une requête, tout à l'heure, c'était marqué insérer une ligne. Bon, bah, c'était déjà fait. Là, je vais lancer une requête qui va me permettre de sélectionner les matériaux, donc juste le nom du matériau, tuile, ardoise, etc. Et j'ai fait une deuxième requête qui va me permettre de sélectionner les infos pour un matériau, c'est-à-dire la quantité par mètre carré, le prix unitaire, etc. Donc, j'ai fait deux requêtes. Les requêtes, c'est un langage un petit peu particulier. En gros, on dit ça là, select matériaux from, ça veut dire, bah, là, il faut causer un peu anglais, select, ça va, sélectionner les matériaux et de la table, la fameuse table avec l'identifiant. D'accord? Donc, vous voyez, ma requête, elle est là. Je compose ma requête avec la partie requête et puis le numéro de la table qui est derrière. J'envoie ça à la table fusion et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me retourne un résultat. Vous voyez, résultat reçu là. Ouais? C'est bon? Résultat reçu. Alors là, j'ai fait un truc un peu compliqué qui me permet déjà de supprimer la première ligne, la ligne d'en-tête. Parce que, regardez, dans les tables fusion, quand je vais lui demander de me lister tous les matériaux, il va commencer par me dire matériaux, tuiles, ardoise synthétique, etc. Matériaux, ça ne m'intéresse pas. Donc, je supprime cette ligne-là. Pour supprimer la ligne, hop. Pour supprimer la ligne, donc déjà oui, chaque chose qui va me ramener, ça va être séparé par un saut de ligne. Donc je vais fabriquer une liste en divisant mon résultat à chaque saut de ligne. Première ligne, hop, premier élément de la liste. Saut de ligne, deuxième élément de la liste, troisième élément de la liste, etc. Donc ça en gros, c'est la liste que j'ai récupérée. C'est-à-dire que ce n'est plus une page comme ça en vrac, mais c'est des éléments avec des lignes. Je lui dis qu'il va me supprimer la première ligne. La première ligne, c'est la ligne où il y avait marqué matériaux, qui ne m'apporte rien. D'accord? Parce que si le gars il sélectionne matériaux, je fais quoi moi? Rien. Il faut qu'il sélectionne tuiles, ardoises, etc. Et puis ensuite, suivant ma requête, parce que ça c'est valable pour les deux requêtes, si j'ai pris la liste des matériaux, je vais mettre la variable matériaux à ce que je viens de récupérer. D'accord? Alors, on va essayer ça. Je vais l'activer, puis je vais le recommenter parce que je vois bien que là, vous êtes sceptique. Donc, je me suis mis le petit identifiant de la table. D'accord? Vous vous rappelez? La table, là, ouais, je ne vais pas y retourner. Vous avez compris qu'elle avait un nom, cette table-là. Et c'est 1N, V5, je ne sais pas quoi, là. Donc, si je retourne dans mon App Inventor, hop. Voilà, on le retrouve ici, là. D'accord? C'est bon, le 1N, V5. J'ai mes matériaux, c'est une liste, c'est-à-dire des choses qui se mettent les unes à la suite des autres avec un index. J'ai mes infos matériaux, c'est aussi une liste. Mes infos matériaux, c'est combien il en faut par mètre carré, combien ça coûte un mètre carré, combien de main-d'œuvre il faut, etc. Et voilà. Donc ici, je vais activer tout ça, le développer. Donc ça, c'est ma fameuse requête qui me dit select matériaux. Donc je veux ramener juste la colonne matériaux. D'accord? Pour activer ma requête, je vais lancer la table fusion.
Voilà, donc là, j'y vais, hop, je commande ça. Donc là, je lui dis de lancer une requête sur la table Fusion, c'est-à-dire une demande d'information, la select matériaux from, et ici le numéro de la table. Donc en gros, il va me ramener dans la table la colonne matériaux. Et la colonne matériaux, ce que je fais après, c'est que je la découpe pour la mettre dans une liste. Parce que, alors la découpe, c'est ça. Activer le bloc. Voilà. Donc là, je recommande une deuxième fois. Je récupère le résultat. Donc lui, suite à ma requête, il va me balancer la colonne matériaux. Je la découpe à chaque saut de ligne. D'accord? Ça va dans une liste qui s'appelle liste récupérée. Je retire, supprimer l'élément 1 de la liste. Ça, c'est pour enlever l'entête matériaux qui ne m'intéresse pas. Donc maintenant, dans ma liste, je dois avoir tuile, ardoise, etc. D'accord? Et ensuite, donc là, j'ai lancé la requête list mat. Je dis que mes matériaux, c'est cette fameuse liste, donc tuile, ardoise, etc. C'est tout. OK? Et je lance, une fois que j'ai lancé cette première requête, je vais lancer la deuxième requête qui est celle qui va me chercher les informations des matériaux. D'accord? Les informations des matériaux, vous vous souvenez, c'est la totale. Donc la totale, c'est ça. Je veux le matériau, l'unité de mesure, la quantité par mètre carré, le prix, etc. Je ramène tout. OK? Alors maintenant, ce que je vais faire, alors déjà ça, je vais le charger dès le début de mon appli, comme ça. Parce que ouais, quand est-ce que je vais ramener cette liste-là là? Question. Est-ce qu'il faut que je clique sur un bouton pour me ramener tous les matériaux? Autant le faire dès le début de l'appli, dès le lancement. D'accord? Donc ici, regardez, je vais activer ce bloc-là. Et dès le début de l'appli, dès le lancement, je vais aller me récupérer les matériaux qui viennent de la table Internet. OK? Ouais? Pourquoi pas? On aurait pu le faire après avoir pris la photo ou je ne sais pas quand, mais autant le faire dès le début, ça sera fait. C'est bon? Donc, je l'ai mis dès le début. Le calcul de la surface, on l'a fait. On vient de récupérer nos matériaux. Et maintenant, ce qui m'intéresse, regardez, c'est de charger cette fameuse liste à sélectionner là. Donc, ça, c'est tout simple. Activer, hop. Je vais dire que les éléments de ma liste à sélectionner là, LP, c'est la liste picker, c'est-à-dire la liste à sélectionner, c'est les éléments que j'ai ramenés. Bon, j'ai fait un petit traitement, j'ai supprimé des guillemets, des trucs comme ça. Rien de grave. Et pareil, celui-là, je vais l'activer. Ça, c'est ce qui va se passer après que j'ai sélectionné un matériau. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai sélectionné un matériau, d'après vous? Voilà, cette partie-là, c'était pour me fabriquer la liste. OK? Ensuite, je vais choisir un matériau. Donc, quand je vais choisir un matériau, je vais dire que le matériau choisi, je vais mettre son nom. D'accord? Choix, et je vais mettre son nom. Ensuite, je vais l'enregistrer parce que le matériau qu'il a choisi, c'est un truc intéressant quand même, donc je vais me le garder pour la suite. Et je vais récupérer les infos du matériau choisi. C'est-à-dire, je vais aller dans toutes les infos que j'ai ramenées, vous vous rappelez, tous les matériaux, je vais ramener uniquement cette ligne-là. Voilà. Alors là, c'est un petit peu long, donc je l'ai fait, regardez. Donc, ce qui m'intéresse, hop, c'est la liste récup info matériaux choisis. Donc, je vais avoir l'indice du matériau que j'ai sélectionné et à chaque fois, je vais ramener le 3. Donc, le 3, c'est la quantité par mètre carré. Vous savez, c'était la troisième colonne. D'accord? Donc, quatrième colonne, cinquième colonne. Donc, il va me ramener les différentes choses. Et à chaque fois, regardez en dessous, je vais mettre mes petits labels. Toutes ces infos-là vont arriver. Je vais vous montrer ce que ça va donner. D'ailleurs, je pense que je l'avais dans le… Hop. Voilà. Donc, ici, une fois que j'aurai choisi mon matériau, il me ramènera les infos qui viennent de ma table qui concernent le matériau. Comme ça, ça permet d'avoir un regard dessus.
On y va? On teste. Ah, ça marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah oui, non mais, ouais, pardon, il n'y a rien. Pourquoi ça marche pas? Parce que, rappelez-vous, la requête, je l'ai lancée au lancement de l'appli. Et là, je ne l'ai pas lancé mon appli, là. Là, j'ai appuyé juste sur le bouton. Vous vous rappelez de ça? Donc, je vais devoir relancer tout, puisque c'est au lancement de l'appli que j'avais demandé qu'il aille chercher toutes les infos. D'accord? Donc, on est obligé de refaire la petite connexion, hop, qui va bien. J'espère que ça va marcher. Hop. Là, please wait, tout ça, c'est il va chercher les infos. La photo, bon, on va pas la prendre, c'est pas grave, ça va pas gêner pour la suite. 12, 15, 30. Hop, au bout d'une seconde, j'ai ma surface qui se et regardez ce qui se passe, j'ai bien mes matériaux qui apparaissent. Et ce qui serait cool, c'est que j'en rajoute un dans la table Fusion. J'aurais dû faire ça avant. Pour voir si c'était dynamique et que tout ça, ça se rajoutait les uns à la suite. Je vais prendre ardoise de pays et j'ai bien ici ardoise de pays avec toutes les infos. C'est bon? Ça marche? Vous voulez qu'on essaie de rajouter une ligne pour voir si automatiquement ça va bien ou vous me faites confiance? Non? Bon. Il ne reste pas beaucoup de temps. On avance. Alors là, ça se complique. Enfin, ça se complique. On a plein de trucs à faire encore, mais on ne va pas tout faire, rassurez-vous. Après, il y a tous les calculs simples de montant. Une fois qu'on a le prix au mètre carré, le nombre de mètres carrés, c'est-à-dire la surface, etc., on va multiplier la surface par le prix au mètre carré. Ça va nous donner le montant des matériaux. Ensuite, on va prendre la main-d'œuvre, on va calculer tout ça, on va additionner, on va faire avec la TVA, tout ça. Donc, des petits calculs simples. OK? Ça, c'est bon? Des gens qu'on trouve dans un devis, quoi. La quantité fois le prix unitaire, ça donne le montant. On additionne le montant, ça fait le montant hors taxe. On calcule la TVA et on additionne le tout. On pourrait faire des réductions et tout ça. Ensuite, l'idée, c'est de notre photo, elle est toujours sur l'appareil photo, enfin sur le téléphone. C'est de l'envoyer sur un serveur. Alors là, je vous explique surtout le principe. On va envoyer la photo sur un serveur par FTP. D'accord, FTP, c'est une méthode d'envoi de fichiers, File Transfer Protocol, c'est-à-dire une méthode pour envoyer des fichiers. Donc le serveur, c'est le petit cylindre bleu. Donc ensuite, la photo, on va l'envoyer, vous vous rappelez la photo de notre chantier. Ensuite, on va charger, downloader, c'est-à-dire le serveur, il va venir déposer sur le téléphone la trame de devis. Alors la trame de devis, c'est quelque chose que j'ai fait dans Word, parce que je ne voulais pas faire de HTML. Hop, la trame de devis, elle est en ligne. Alors, je vais vous montrer. Hop, devis. Voilà, j'ai fait dans Word un devis avec des colonnes, des lignes, etc. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un petit en-tête et tout ça, un en-tête, tout ça, A, le nom de la ville, le client, nom client, adresse client, téléphone client, email client, l'adresse du chantier, on retrouve nos dimensions, et puis ici, deux lignes, une ligne pour les matériaux, et puis une ligne pour la main-d'œuvre, et avec notre calcul. Donc, je me suis fait une petite trame dans Word, je l'ai transformée en HTML, et je l'ai mise en ligne sur un serveur. Donc, l'adresse du serveur, normalement, c'est meetup.typetapro. Je vous conseille TypetapPro, c'est super application. Un petit peu de pub, HTM, donc devis 4. Voilà, donc là, vous voyez, c'est... Oula, c'est bizarre. Ouais, bon. Donc ça, c'est ma trame de devis qui est en ligne, d'accord? Donc je vais la télécharger, elle n'est pas du tout personnalisée, c'est la trame, d'accord? L'idée, c'est d'en fabriquer un devis personnalisé
Donc si je reviens sur ma petite explication, une fois que ma trame elle est arrivée sur le téléphone, je vais ouvrir cette trame-là et je vais remplacer les noms génériques, nom client, par le vrai nom du client, montant machin par le montant calculé. Donc je vais faire des remplacements. OK ? Une fois que je vais faire ces remplacements-là, je vais recharger la trame personnalisée sur un serveur. Ouais ? Donc du coup, maintenant, en ligne, j'aurai le devis personnalisé qui sera en ligne. Donc un upload. Ensuite, je vais demander à mon téléphone d'afficher la page internet qui me montre le devis personnalisé. D'accord ? Donc, comme ça, je verrai mon devis sur mon téléphone. Et si je décide de l'envoyer, je vais utiliser un web service qui s'appelle Convert API qui va me fabriquer un PDF à partir de ma page web. Je vais retélécharger le PDF, download, il va arriver là, et là, je vais envoyer l'email avec le PDF en pièce jointe. C'est bon? Vous avez compris le principe du truc? Ouais? Il y a un truc qui s'est allumé là. C'est bon l'idée? Bon, alors on va essayer d'aller un petit peu vite parce que c'est presque fini. Je vais juste vous commenter les slides et puis après je vous montrerai l'appli finale. Parce que, alors, la génération du devis, rapidement. Créer devis, donc on va appeler une procédure qui calcule toutes les quantités. Calcule quantité nécessaire. Donc la quantité nécessaire, c'est la surface fois la quantité par mètre carré. Hein, tous les calculs simples dont je vous avais parlé tout à l'heure. Ouais. Le montant des matériaux, c'est la quantité de matériaux qu'on vient de calculer là-haut fois le prix unitaire d'un matériau. OK, truc basique. La même chose pour la main-d'œuvre. Le total hors taxe, c'est le montant des matériaux plus le montant de la main-d'œuvre. Le montant de TVA, là j'ai mis en dur, mais ce n'est pas terrible. Il faudrait mettre une page de paramètres pour les 10% de TVA, etc. Voilà, tout ça, ça va nous calculer tous les éléments du devis. Ici, bien sûr, à chaque fois qu'on fait un FTP, il faut des codes, des identifiants, tout ça. On va charger tout ça en ligne. Donc, ça, c'est le FTP qui permet d'envoyer l'image du chantier. Voilà. La deuxième partie de la génération du devis, ça, c'est renommer l'image, en fait. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est l'image dans mon devis, elle s'appelait image 02. Je vais remplacer l'image fixe de ma trame par l'image du chantier. Et je vais à nouveau upload. Ça, c'est l'upload du devis personnalisé. Hop, je finis. Ça, c'est le gros bloc qui va me remplacer tous les champs, vous vous rappelez, libellé, non client, etc., par les valeurs que j'ai calculées. Je vais vous le montrer. Il est énorme. Il n'est pas, à mon avis, on doit pouvoir optimiser ça largement. Il est où? Voilà. Donc ça, bien sûr, je ne vais pas le refaire, c'est pas terrible. Ici, ça met la quantité AC1, c'est la quantité de matériaux, la quantité AC2, c'est la quantité de main-d'œuvre, etc. Vous vous rappelez l'angle? La pente, c'est le fameux texte angle ou hauteur, etc. La dimension A, je vais mettre la vraie dimension qu'on a saisie, la dimension B, etc. Tous les calculs. Non, là, je fais un remplacement. J'ai ouvert le fichier et je remplace des mots dans le fichier, comme CTRL-H dans Word. Voilà. Remplacer dans ma trame de devis, c'est-à-dire le gros fichier que j'ai ramené qui contient tout mon devis. Je cherche le mot quantité AC2 et je le remplace par ce que j'ai calculé. Chaque ligne a elle-même voilà. une quantité. Voilà. OK. Voilà, donc on va faire ça. Et puis, vous voyez, ici, tous les champs que j'avais mis en statique, le fameux pente A, je vais le remplacer par ça. Sa pente, si c'est angle, je vais mettre angle. Si c'est hauteur, je vais mettre hauteur, etc. Voilà. Alors, on va essayer de faire tourner l'appli parce qu'il est l'heure. Je ne veux pas déborder de trop.
pour voir si ça fonctionne. La totale. Non, c'est... Voilà. Alors, on y va. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais finir avec ça. Ce qui est bien, regardez, c'est que là, vous m'avez dit, ouais, mais on fait des tests, tout ça, mais si je veux vraiment installer l'appli, quoi. La vraie, pas le truc relié en machin. Donc ici, vous allez construire et vous allez vraiment faire un point APK, c'est-à-dire un fichier exécutable Android qui va installer l'appli, etc. D'accord? Donc, ça débouche sur une vraie appli autonome qui n'a pas besoin d'être reliée avec l'émulateur App Inventor, etc. On va tester le truc quand même fini. Je vais le charger, je vais être sûr de prendre le projet fini. Par exemple celui-là. On va voir ce que ça donne. Connect. Allez, c'est parti. Ah oui, ouais, après, j'en ai pas parlé, mais post, get, tout ça. Mais on a vu le principal, je suis content. Alors, on va tester un petit peu pour voir tout ce qu'on a réalisé. Alors, le prénom, on va mettre essai meetup. Alors là, toutes les idées, si le client existe déjà, on pourrait sélectionner les clients parmi ceux qui existent déjà. On n'est pas obligé de les recréer à chaque fois. Téléphone, on va mettre n'importe quoi. Et l'email, là, je ne vais pas mettre n'importe quoi. Je vais mettre mon email à moi pour vérifier que je reçois bien le fichier. Hop. Enregistrer. La photo. Je ne me fais pas avoir ce coup-ci. Souriez. Hop. Enregistrer. On va mettre la hauteur. On va mettre 12. On va mettre 15. On va mettre 3 mètres de haut. Ça nous donne 200 mètres carrés. Choisir le matériau bac acier. Valider et créer le devis. Donc là, vous voyez qu'il m'a affiché le fameux site internet. Ah, c'est pas très pratique. Voilà, il m'a affiché le fameux site internet modifié, d'accord, hein, d'ailleurs, c'est la même chose que ça. On va retrouver ce que je viens de faire en ligne ici. Voilà. D'accord? Donc avec mes fameux 200 mètres carrés et les dimensions que j'ai saisies. OK. Et là, une fois qu'on est content, on clique sur envoyer par email. Et là, il va se passer tout le processus que je vous ai indiqué. C'est-à-dire chargement activation d'un service, d'un API avec une méthode POST. Donc POST, ça veut dire qu'on envoie des paramètres avec une certaine méthode. Et on va récupérer normalement par email le fichier. Je conclus. Voilà, ça c'est l'API que j'ai utilisée. Donc si vous voulez, je vous transmettrai tout ça. C'est pour ça qu'on vous a demandé de vous inscrire. Donc toujours, quand on utilise un API, on passe par une adresse bien sûr donnée. On rajoute généralement des clés, d'accord, des paramètres, etc. Et là, on ne le voit pas justement, c'est mal fait. On ne voit pas que c'est un post. Mais en anglais, ça va être post, d'accord. Parce qu'il y a plusieurs méthodes, il y a post, get, etc. Et quand je reçois le texte, je l'affiche dans je récupère en fait l'information du fichier PDF qui m'intéresse et je télécharge tout ça. L'envoi de l'email et le GPS, on ne l'a pas fait. Quelle heure il est? Eh bien, moi, je pense qu'on peut s'arrêter là. Est-ce que j'ai reçu, vous avez vu un truc affiché là? Il a envoyé l'email? On va voir. Meetup. Regardez, il y a 0 minutes. C'est pas des blagues, hein? Non? Je clique. C'est un PDF et
il y a votre photo là. Voilà. Bon, elle n'est pas dans le bon sens, tout ça, mais voilà, le client, il a reçu son devis en direct, quoi. Voilà, ben on va s'arrêter là. Merci de votre attention.